Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Chaque dimanche soir, nous avons rendez-vous avec vous pour provoquer de nouvelles soirées de débat. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie célèbre depuis le mois passé, ce jusqu'au 18 du mois en cours, le mois du patrimoine. Et bien justement, il sera question de patrimoine poétique, lyrique, historique, poétique et plastique. Le patrimoine dans tous ses états, il en est question ce soir, une thématique à laquelle bien sûr vous êtes conviés, en laissant toutes vos questions sur notre adresse cultureclub@entv.dz. Et pour cet autre vol de nuit, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Abdelkader Ben Damesh. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation pour ce dernier vol de nuit avant le mois sacré, le mois béni du Ramadan. Vous avez été cadre supérieur au ministère de la Culture, professeur du patrimoine culturel, producteur à la télévision et à la radio même de la chaîne 3, c'est la radio algérienne d'expression française, va rediffuser une émission devenue mythique, à savoir Maya Ouassine, qui revisite bien sûr notre rapport à notre rapport à la culture orale, mais en particulier à la culture poétique. Vous avez été commissaire général du Festival national du Chabi, président national des arts et des lettres. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de l'agence du rayonnement culturel. Vous voyez, oui. Un long parcours, mais avec tout ça, vous n'avez pas cessé d'écrire. On vous doit entre autres plusieurs ouvrages, entre autres, je le disais, l'œuvre, je le rappelle, d'Aboud Ali Safir, l'histoire de Mostaganem, votre région, la troupe artistique du FLN, Hassan Saïd, Mahboubati, et ce soir, vous êtes de retour à travers un très bel ouvrage qui a pour titre donc El Maqlin Zin, ou le cri de Cheikh Mohamed El Badji. C'est paru aux éditions Enag. Merci d'être avec nous ce soir en ce mois du patrimoine. J'allais dire le mois sacré, mais le patrimoine également sacré sur lequel nous reviendrons tout au long de l'édition de ce soir. J'ai vu le regard un peu interrogateur de notre deuxième invité en disant le sacré. Eh bien justement, nous allons en parler ce soir avec Abdelrahman Khalifa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Abdelrahman Khalifa. Le patrimoine est-il plus sacré aujourd'hui? J'ai vu votre regard un peu... Et le patrimoine, c'est notre identité, donc c'est sacré. Et quel est notre rapport au patrimoine aujourd'hui? Serions-nous réellement dans une relation passionnelle d'amour et de haine? Nous allons parler aujourd'hui, en particulier ce patrimoine dit colonial, entre parenthèses. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Alors, Abdelrahman Khalifa, plein de questions à vous poser. Vous êtes historien, archéologue, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres, on va en citer quelques-uns. Histoire d'El Jazair Ben Mezrana, c'était vous. Béjaïa, capitale des Lumières, c'était également vous. Hunayn, c'était vous. Sirta Constantine, la capitale céleste, c'est également vous. Eh bien, nous allons revenir sur ce drame qui a eu lieu il y a seulement quelques semaines dans la vieille cité d'Alger, à la Casbah, à travers l'effondrement de tout un étage qui a provoqué 5 morts des habitants de la Casbah. C'est pour ça que je vous posais la question, à savoir quel est notre rapport au patrimoine, au vieux bâti, à cette vieille cité. Que va devenir la Casbah? C'est l'une des questions qui est revenue pendant 15 ans. Une Casbah sur laquelle vous avez très souvent travaillé, et Dieu seul sait combien d'ouvrages vous avez commis concernant votre rapport, votre histoire, votre rapport à Alger est viscéral. Et bien justement, nous allons en parler ce soir. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Elle déclare et elle déclame ses amours et ses passions pour Alger, pour Cherchel également. Cherchel qui est une ville qu'aime énormément notre ami donc Abdelrahman Khalifa. C'est Saliha Imekres, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes également poète, auteur de plusieurs ouvrages, Talla aux éditions du Panthéon, Parole intérieure, nous en avons parlé ici même sur ce plateau, avec Yamile Rebalo, paru aux éditions ANEP, Arbre bleu, fantasme naufragé aux éditions Millefeuille, qui a malheureusement disparu, et puis nous reviendrons entre autres sur Hizia, mon amour, une collaboration bien sûr avec Les Zahari Lapter. Merci d'être encore avec nous ce soir. Quatrième invité pour la rencontre de ce soir, il sublime Alger, les chants lyriques et poétiques dans pratiquement toute sa peinture et dans tous ses univers. Il a souvent dialogué avec le Hajj Mohamed Al-Anqa, le Hajj Mrizq, Nadour, Fadil Azeria et qui encore? Eh bien, la musicalité habite, je le rappelle encore une fois, toutes les réalisations de notre invité, même si aujourd'hui, me disait-il, bien avant le début de l'enregistrement de ce soir, est un peu différente qu'Ali Mamiti. Lui, c'est Rachid Djemaï. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous ce soir, Rachid Djemaï. C'est moi. Votre rapport au patrimoine, il est assez mitigé, me disiez-vous, pour la préparation de l'émission de ce soir. Ça dépend, c'est-à-dire le rapport du patrimoine d'art plastique. Nous allons en parler.
Oui. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais avec un grand plaisir, mon cher ami. Nous en parlerons également avec notre cinquième et dernier invité, parce que nous avons décidé de conjurer le mauvais sort à travers le cinquième invité, le cinquième élément de l'émission de ce soir. Lui, il est journaliste, mais également auteur. Il a également un rapport pluriel hein, avec Alger, avec également d'autres régions, mais en particulier El Bahja, lui, c'est Nordine Lohal. Bonsoir. Bonsoir. Alger la mystique, Ziarat autour des fontaines, nous en parlions ici même. Alger la blanche, conte, légende et Bourkalet, instantané sur une époque où vous décryptez votre rapport dans des billets journalistiques, également paru aux éditions ANEP. Mais sauvons nos salles de cinéma, il en sera également question ce soir. Je vous le disais, le patrimoine dans tous ses états, pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver, questions, réactions, suggestions et remarques, cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Abdelkader Ben Damash. Bonsoir. Voilà donc El Maqnin Zin ou le cri du Cheikh Mohamed El Badji. Vous avez très souvent travaillé sur la mémoire. Vous me disiez donc justement, j'ai ce devoir de mémoire, de restituer la mémoire d'un passé pas aussi lointain qu'on pourrait réellement le croire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, nous avons été dans cette culture de l'amnésie, dans le déni de reconnaître nos grands artistes, nos génies de la musique, et c'est ce qui a réellement provoqué pratiquement tous vos ouvrages. Absolument, tout ça. Tout ça, mon métier, parce que je l'appelle comme ça, parce que c'est un véritable travail. C'est pas une intuition ou c'est vrai, une passion. Bien sûr, ça devient une passion. On est dans une situation, dans une posture de travail, de labeur, de sueur, et tout ça, et de temps aussi, parce qu'il faut trouver le temps quand on a d'autres choses à faire aussi dans la vie, d'autres responsabilités également. Donc, Mohamed El Badji m'a toujours fait réagir intérieurement. C'est un monsieur, un grand artiste. C'est quelqu'un qui a souffert pour le pays. Un artiste torturé, un écorché vif. Oui, qui était condamné à mort d'abord, il faut le vivre. C'est vraiment atroce. Lui, il nous le décrit. Il décrit aussi dans une poésie moi je la considère comme un livre d'histoire, c'est comme Eliadat à Moudi Zakaria. Lui a écrit une poésie qui s'intitule Mellist Qallina Mathannina. Alors là, on voit toutes les personnalités qui défilent, toutes les situations qui défilent depuis toujours. C'est une véritable chronologie de l'histoire récente. Et en plus, il était un amoureux fou de la Palestine également. D'ailleurs, pour l'anecdote... Attendez, mais à un moment donné, on a essayé également de l'enfermer dans 3 chansons. Oui. Le Maqnin Zin, Oui. la Palestine, Oui. Bahr el-Tofan. C'est tout. Mais alors que son répertoire est aussi important. Il était immense. Très, très important. Il était immense. Donc c'est un monsieur qui s'est donné corps et âme pour l'art d'abord, pour la mémoire aussi, puisqu'il a fixé pour la postérité beaucoup de schémas sociaux qu'il a vécu lui-même et qui nous l'a relaté dans des poésies. C'est pour ça que je vous parlais de cette culture de l'amnésie qui nous est peut-être propre depuis pratiquement aujourd'hui une cinquantaine d'années. Où sont les ouvrages sur le Hajj Mohamed Anqa, les films documentaires, les biopics, sur Fadila Zelia, sur Nador et sur tant d'autres. C'est pour ça que je vous avais posé la question en premier lieu, pour vous dire, vous essayez de combler Moi, je me bats personnellement avec les moyens personnels. Et parfois, c'est pas évident, parce que quand on combat les éditeurs que tu connais bien. Oui, et trop bien. Et trop bien. Donc c'est pas facile. Mais finalement, à la fin, quand le livre sort et quand il a du succès en librairie, c'est à ce moment-là que l'éditeur revient à la raison et dit oui, que la mémoire aujourd'hui est nécessaire pour reprendre la mémoire de notre pays est nécessaire, et surtout maintenant. Maintenant, nous sommes en train de vivre une période où nous avons besoin de cette mémoire. Il était presque dans une écriture prémonitoire. Absolument, oui. Alors justement, pour parler de cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, le Maqnin Zin ou le cri du Cheikh Mohamed El Badji, c'est paru aux éditions donc Enag. C'est Louni Saïd Aoudia également, fou amoureux et c'est le préfacier jaloux. Voilà, préfacé par Louni Saïd Aoudia, fou amoureux d'Alger et de la Casbah en l'occurrence. Il parle du poète à la verve dans l'imminure d'El Bahja. Et il écrit: Cheikh Mohamed Badji est un esthète qui cisèle les mots avec art et tendresse pour les incruster de nacre et d'émeraude dans la langue plurimillénaire de ses sensations
de ses ancêtres, de ses aïeux, dans le raffinement de la civilisationnelle citadinité. Celle d'Alger la Blanche, qui a bercé son enfance dans l'extase des splendeurs, de sa beauté, du bleu azur de sa mère et de son soleil sonore qu'il adorait tant. L'évocation de son nom 13 ans après sa mort est un acte de mémoire, de reconnaissance et de gratitude à l'endroit d'un chantre exceptionnel du verbe en action qui a imprimé une trajectoire à la chanson chabi dans un mode verbal d'un genre algérois particulièrement stylé qui est le sien, qui ne ressemble absolument à aucun autre Abdelkader Bendabache. Absolument. D'ailleurs, à la télévision nationale, j'ai eu l'occasion d'être aux commandes de la direction de la production à un moment donné. On lui a réalisé un documentaire, un film documentaire, le seul dans son histoire. Qui date de combien de... 1999. Voilà. Ouais. Donc. Oui. La deuxième image, c'était avec Dahman Al-Harachi, c'était en 80. Sahad Ahmed. Sahad Ahmed. Ouais. C'était la seule fois où on voyait... Khouya El-Bez. C'était la seule fois où on voyait Mohamed Badji, parce qu'il n'aime pas qu'on dise El-Badji, Mohamed Badji. Contre Abba Boudali Safir. Oui, c'est le contraire. Voilà. Contraire. Mais je n'ai pas fait que ça pour 2018, SILA 2018. J'ai fait aussi Hajm Rizq. Voilà un personnage immense qui a été complètement oublié dans le vécu, dans le mental aujourd'hui de l'Algérien, qui n'existait même pas. On a même oublié où il était enterré. Donc maintenant, il a un livre, on a reconstitué toute sa carrière, etc. Et puis, le plus gros ouvrage de ces dernières années, c'est bien Sidi El Khder Ben Khlouf, on en parlait très souvent. Maintenant, il est là, c'est 3 tomes. Mais ils étaient toujours en dialogue, il y avait toujours un dialogue, il y a presque un fil invisible entre le Badji, mais également Cheikh Nador. Pardon. Oui, Hajm Rizq, bien sûr. Ouais, Hajm Rizq connaissait Sidi El Khder Ben Khlouf, comme tout le monde d'ailleurs, même Mohamed El Badji le cite dans des poésies, puis il aimait bien. C'est une des sources de sa passion qui est la poésie, Melhoun. Et à propos de Melhoun, Sidi El Khder Ben Khlouf, c'est lui, puisque nous parlons de patrimoine, nous sommes dans le mois du patrimoine, Sidi El Khder Ben Khlouf a été l'inventeur de ce genre poétique qui s'appelle la poésie populaire, dite Melhoun, algérien. C'est typiquement algérien, propre à lui. Il y a toute sa biographie, et l'ensemble que nous connaissons aujourd'hui de ces poèmes qui sont là. Mais il avait un mentor, Mohamed Badji, c'était Mohamed Bousba. Mohamed Bousba, oui, c'était un collègue, un collègue d'Al-Houma, dans son quartier, et puis il jouait avec un doigt. C'est pour ça qu'on l'appelait Cheikh Bousba. Exactement. Qu'il a vraiment inspiré. Qui lui a appris la guitare, d'ailleurs. Oui, tout à fait, qu'il a un peu entraîné dans le monde de la création et de la poésie. Absolument, aussi, c'est lui qui l'a poussé. Et puis il avait son génie propre. Badji ne ressemblait à personne auparavant. On n'a pas de Badji avant Mohamed Badji. Voilà, c'était lui. Et c'est pour ça qu'il a réussi, qu'on aimait bien, qu'il est devenu l'artiste. Et je suis certain qu'il va revenir encore dans l'histoire dans les générations futures. Surtout que la jeune génération aujourd'hui reprend tous ces titres, mais même si c'est toujours les mêmes titres, je le disais bien sûr, Bahat Tofen, encore une fois la Palestine, mais également Maqnen Zine. Maqnen Zine, c'était quand il était incarcéré, parce que c'est un monsieur qui était attaché à la religion. Mais on n'en parle jamais. Sa foi était immense, son nationalisme était également immense. Nationalisme et religion aussi. Tout à fait, ça allait de pair. Bien sûr, il faisait la prière régulièrement, il n'a raté jamais. Et puis, il faisait aussi la prière pendant son incarcération. Et puis, il y avait un gardien qui lui disait « Chante, chante, Canari ». C'était à ce moment-là qu'il a dit « Non, moi, je ne chante pas, voilà ce que je fais, etc. » Et puis, Canari, Maqnen, et puis voilà, il fait sa première chanson qui s'intitule... Mais Maqnen, c'est une métaphore également par rapport à ce que subissait le peuple algérien après 130 années de colonisation. Absolument. C'était Boudjmal Ankis qui l'a chanté après, parce qu'il était musicien avec Boudjmal Ankis juste après l'indépendance. Et puis après, il devient le guitariste virtuose de l'ensemble de la radio. Et puis,
lui-même chanter. C'était à la demande de Boudjmia Mrzak, qui est mort en 85, l'un des plus grands lumineux chefs d'orchestre de l'histoire musicale de notre pays. Il a chanté lui-même. Il a dit, moi, j'ai pas de voix. Il a dit, non, 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 vous allez chanter. Et il a chanté. Nous avons aujourd'hui une dizaine de chansons enregistrées, chantées par Mohamed Vous Badji. parliez à l'instant de la vie carcérale de Mohamed Badji, mais quand je vous dis, quand on revient sur sa vie carcérale, il y a un titre qui me parle le plus, c'est Arab Kbir. Ah oui, ah oui, ça c'est une... oui, parce qu'il a toujours gardé sa religion. C'était ça qui lui faisait, qui lui donnait de la force. Mais son arrestation et son incarcération était pour lui, je pourrais également me tromper, mais c'est vous le spécialiste, était une forme d'honneur, mais également de dignité. Absolument. Presque, hein. Il était d'abord trahi. Oui, Bon, il nous l'a dit plus tard. Il a été trahi. On est venu le prendre et puis lui, serein, tranquille, voilà, il n'a pas paniqué, il n'a rien du tout. Donc il est allé avec eux et puis il a suivi tout le chemin que prennent tous les condamnés. Il a été condamné à mort après. Ouais. Mais il n'en parle jamais. On n'en parle jamais, donc justement de la vie, donc justement pendant la guerre de nos artistes, pendant la guerre de libération nationale, que ce soit pour le que ce soit pour le Hajj Mohamed Al-Anqa, que ce soit pour Fadil Al-Ziria. Il n'aimait pas en parler pour quelle raison? Absolument. Il y avait un chanteur qui s'appelle Abdelbaqi, Salah Abdelbaqi, qui est de Djidjel, un shahid, et qui est mort, qui a été tué au moment de la signature du cessez-le-feu. Ouais. C'était à ce moment-là. Il a été tué à ce moment-là. C'était un chanteur chabi. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, mais dès qu'on parle de Badji, il avait ce rapport presque viscéral avec l'immensité marine, la mer. La mer, pour quelle raison? J'allais poser la question à propos de la mer. Lui, Rachid on identifie toujours Ernest Hemingway, le vieil homme et la mer. Ouais, il en parle également dans son ouvrage. De ce que j'ai entendu, il passait des mois et des mois avec des copains dans une grotte. 7 à 8 mois par an. De Médéa, c'est ça, son origine est de Médéa. Non, il est de l'Elma. C'est un petit village qui s'appelle Bazar Sakhra. Ah, d'accord. Et Bazar Sakhra est connu aussi pour Hizia. Voilà, pour oui, il y a un lien. Non, mais il y a un lien presque invisible avec tous nos invités ce soir. Donc, cultureclub@1tv.dz pour vos questions et vos réactions. Donc, on parlait de son rapport viscéral et fondamental à la mer qui a pratiquement conditionné l'écriture de certaines Il avait un rapport fondamental avec le cœur. Lui, il parlait toujours à son cœur et il disait le cœur, c'est le roi, c'est le monarque du corps humain. Donc, il a beaucoup parlé du cœur et il a parlé de la mer. Pourquoi la mer? Parce que la mer se trouve en face. Il y a son pays qui reste derrière lui. Mais c'est juste terrible ce que vous me disiez, ce qui est également écrit dans cet ouvrage que je vous conseille vivement, le Maqlin Zin, où le cri de Cheikh Mohamed Badji s'est paru aux éditions Enag et c'est en vente libre chez les bons libraires. Le fait d'avoir tourné le dos à Alger ou à l'Algérie, c'était parce qu'il était profondément blessé. Blessé, il était frustré, il était martyrisé, comme il a été martyrisé pendant la Révolution. Il a été même après l'indépendance. Il le disait tous les jours. Il le disait à chaque rencontre, soit à la radio, soit vis-à-vis aussi de ses pairs, aussi du monde artistique également. Il le disait. Il était dans la désillusion totale et absolue. Et c'est pour ça qu'il parlait à la mer, parce qu'à un moment donné, il vous dit moi, j'ai l'impression d'avoir du monde devant moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir une ville bruyante devant moi. Il y a des bus, il y a des avions, il y a des aéroports, il y a des gens qui vendent, qui achètent. Qui parlaient presque à des êtres invisibles. Oui, et c'était en pleine nuit, à minuit, à 1h du matin. Il rappelle Baudelaire. Oui. Ah, fameux Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Absolument. C'est vrai, tout à fait ça. Donc il a été ça, devant la mer, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à la fin. Et son histoire avec la grotte? Oui, son histoire, c'est un choix délibéré. Il est parti après son histoire de la radio. Bon, il termine tout ça et puis il se retire. Il se retire comme les grands savent le faire, comme Jacques Brel, comme Ernest Hemingway, tout ce monde-là qui ont choisi. Il était dans une approche très spirituelle, comme et chez incompris nous, aussi. Comme chez nous, El Hasnaoui, comme chez nous aussi, Cheikh Redouane de Tlemcen. Les gens se retirent comme ça et puis ils vivent dans la solitude
pleine et entière. Voilà. Il a préféré Bedji était ça. Mais il était jamais seul. Ouais. Il n'était jamais seul. Ah oui, oui. Il n'était jamais seul. Il était tout le temps. Sa famille venait régulièrement. Ses amis, d'ailleurs, il vivait tout le temps avec. Et vous-même avec votre Nagra, parce que bien vous sûr, étiez oui. À la chaîne 3 dans Maya Wassin, donc vous enregistriez Absolument. tout ça dans cette fameuse grotte ou face à la mer? Oui. Hein. Non, face à la mer, il voulait être seul toujours, face à la grotte, et puis chez lui, à la Redoute, régulièrement au marché Gaspard, comme on l'appelait à l'époque. Et puis, Bedji a été un gars extrêmement nerveux, tout ça, mais aussi gentil et aimable et tranquille, et qui raconte tout de suite tout sur tout, immédiatement. C'est-à-dire tout, il peut rester... Mais il refusait également souvent les médias. Je me rappelle d'une émission à laquelle il avait participé, c'était avec Afif Amallem, qu'il avait reçu, qui lui avait consacré presque 2 heures. Ouais, c'est la seule fois pratiquement où il acceptait les émissions de télévision en direct. Il a accepté aussi 3 émissions avec Leïla Boutaleb. Leïla Boutaleb, on va en parler parce que c'était à cœur ouvert. Il a animé 3 soirées d'affilée. Tout à fait. À cœur ouvert, et puis... il y a plein de témoignages dans l'ouvrage. Il y a son témoignage ici. Avec, voilà, à travers l'émission, entre autres, Hamid Kched, que Dieu ait son âme, de grandes émissions. Alors, un rapport profond, viscéral avec la mer. Vous le disiez dans votre ouvrage. La mer est un élément fondamental dans la vie de Mohamed Bedji. Il la vénère, la personnifie et la sublime à telle enseigne qu'il décrypte même, vous le disiez à l'instant, ses bruissements, ses expressions que seul lui comprendre. Il pose un regard profond sur l'horizon et laisse son esprit vagabonder qui, au milieu d'une foule et son brouhaha, qui est au centre d'une ville avec de grandes artères et de grands bâtiments disposés dans un parfait alignement qui parfois dans un vaste désert aux contours incommensurables. Son esprit lui dessine de véritables situations que seule une vie réelle peut donner. Vous le disiez, c'est la désillusion également, c'est le désenchantement qui ont provoqué ce retrait donc de Mohamed Bedji. D'ailleurs, Bahr el-Tofan, puisqu'il s'agit aussi de la mer, c'était l'histoire d'un de ses amis qui est sorti le matin et puis qui n'est pas revenu. Et puis là, il dit au moins, il faut que je voie pour faire mon deuil, il faut que... et puis voilà, à partir de là, encore, il fait une chanson qui reste un succès aujourd'hui exceptionnel, chanté par Boujman Aqis d'abord et ensuite tous les autres artistes, et en particulier Amr Zahi. Et vous les avez tous rencontrés, vous les avez tous... Ah oui, oui, complètement, vous avez vraiment traversé le siècle, Abdelkader Ben Damash. Alors on va revenir, on parlait de ce temps des désillusions. Il y a eu bien sûr la colonisation, il y a eu la guerre, il y a eu l'emprisonnement, il y a eu la torture. L'emprisonnement pendant la Révolution et l'emprisonnement aussi pendant l'indépendance. Non, tout à fait. Juste le lendemain de l'indépendance, il était aussi emprisonné. Mais il a été, je crois, emprisonné à 3 reprises. Oui, plusieurs pendant fois. la guerre de libération. Après la guerre de libération, parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé également gardien dans une prison. C'est ça. Et puis, à Serkadji. À Serkadji, Et exactement. ensuite, il s'emprisonne lui-même. Voilà. Exactement. Vous avez tout. Alors, on va revenir, si vous le permettez, sur ce temps des désillusions. Et vous l'écrivez à la page 105. Déception est le maître mot qui revient dans les propos de Cheikh Mohamed Bedji sans discontinuer. Il disait avec des mots, les images et le ton qui lui étaient propres, toute son amertume et tout son désarroi devant la situation dramatique que vivait le pays. Là, vous faites bien sûr référence aux années 90. Il disait entre autres, oui, je ne pensais pas qu'on arriverait à cette situation, qu'un frère ferait du mal à son propre frère. Oui, le colonialisme est bien parti et nous sommes bien en famille. Nous sommes entre nous, bon sang, et nous sommes bien là et nous sommes un peuple tranquille qui veut vivre dans la paix comme l'ont voulu pour nous nos valeureux martyrs. Allah yarhamhum. La désillusion, l'amertume ne l'ont pratiquement jamais quitté. Jamais, jamais. Il est toujours, il avait toujours le mot pour pleurer des fois, pour dire Yahsra, pour dire pourquoi nous sommes comme ça, pour dire oui, il le disait tous les jours. Il le disait tous les jours, sur tous les sujets d'ailleurs, le sujet politique, le sujet nationaliste. Mais malheureusement, toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, absolument. Si d'ailleurs j'ai pensé à lui ces derniers jours, je me disais s'il était là, comment il aurait réagi. Comment il aurait réagi. C'est un monsieur exceptionnel et puis on a bien fait aujourd'hui de le sortir parce qu'on a besoin de lui-même aujourd'hui pour nous donner des conseils. Et des orientations. À travers certains qsed, quand on relit parce que... Tous pratiquement. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'était lui-même qui disait ça. Il disait voilà,
Maintenant, nous sommes indépendants. C'était en 62. Nous sommes indépendants. Allez, réunissons tous les gens qui ont apporté cette indépendance et allons libérer la Palestine avec la même équipe. Oui, il a immortalisé. Mais il a immortalisé cela dans une chanson, dans un. Voilà. La Palestine. Oui, tout à fait, exactement, qu'on écoute toujours avec un énorme plaisir. Un grand Mais plaisir. vous avez, entre autres, dans cet ouvrage, rencontré Mohamed Badji autrement, à travers des témoignages. Oui. Surtout, celui qui m'a le plus parlé du moins, c'était celui d'une grande dame de la radio, qui était animatrice d'une émission mythique à la chaîne 3, ça s'appelle À cœur ouvert bien sûr, Leïla Boutaleb. Elle vous a dit, donc vous le dites à la page 143, j'ai découvert Cheikh Mohamed Badji à travers l'interview que lui a consacré Hamid Keshed pour la chaîne 3, la radio bien sûr algérienne. C'était en effet un monsieur exceptionnel. Le cœur, disait Cheikh Badji, ne pouvait se consumer qu'une seule fois et pas plusieurs. Il a pleinement raison lorsqu'il nous le disait dans quand on parlait en début d'émission. Il nous confirme qu'on aime vraiment qu'une seule fois. Il ressemble à toutes ces personnes que l'on croise dans la rue sans jamais leur parler, à tous ces vieux monsieur qui ont vécu une page magnifique de leur vie et de l'histoire du pays. Et puis en même temps, c'est un être exceptionnel parce qu'il a su mettre en musique avec des mots qui n'appartiennent qu'à lui seul tout ce qu'a été sa vie, sa raison d'être, sa raison d'aimer, sa raison de servir sa patrie et tous les peuples, parce qu'il n'est pas indifférent au sort que tous les peuples, de tous les peuples du monde. Et c'est la raison pour laquelle il avait écrit bien sûr sur la Palestine. Absolument. Il a toujours aimé la Palestine et écrit sur la Palestine. D'ailleurs, à propos de copiage, de plagiat, les gens l'ont beaucoup plagié à un moment donné, et particulièrement sur une chanson qui s'intitule « Khatem ». Oui. Yad al-Khatem, etc. Lui, il a dit, moi j'ai écrit cette chanson, ce texte, parce que je l'ai vécu personnellement. Je le raconte dans le livre, comment ça s'est passé sur cette bague. Et puis, il a dit, bon, moi maintenant, je vais écrire une autre chanson. Et je vais commencer comme ça. Il dit, تلاقينا وتوالمنا وتحبينا ودرنا اللازم بلا خاتم. Allez, on n'a plus besoin de il a tout résumé. Mais vous avez vraiment une mémoire d'éléphant, Abdelkader Ben Damash. Je ne sais pas. Voilà, non, mais c'est juste terrible hein, quand on écoute vos émissions à la radio Maya Wahsin. C'est presque un road movie. Vous racontez, vous n'écrivez pas, mis à part le bonsoir et le bonjour, qui sont presque obligatoires pour démarrer l'émission. Pendant l'émission, pour l'anecdote, c'était écrit. Mais ça, je le sais. Si je ne voyais pas bonsoir, madame, monsieur, bonsoir, je ne pouvais pas parler. Mais après, vous vous laissiez aller, Abdelkader Ben Damash. 3 heures pouvaient passer. Faut-il rendre hommage également à un technicien de la radio qui nous a quittés il y a quelques années, c'est Mohamed Kaya, voilà, qui lui était votre compagnon de nuit, parce qu'à un moment donné, faut-il le dire à nos téléspectateurs, même si vous quittiez Alger vers 17h, vous partiez à Chleuf et un peu plus loin, mais vous reveniez la nuit même et vous atterrissiez dans les studios de la chaîne 3 qui était à la rue Hoche, face au lycée, donc Omar Rassim. Voilà, exactement ça. Alors on va entendre également la voix d'un autre grand maître avant de poser d'autres questions et aborder d'autres thématiques. N'oubliez pas, donc il est question du mois, du mois du patrimoine qui est dans tous ses états, donc lyrique, poétique, historique et plastique ce soir. Donc cultureclub@20tv.dz. On va écouter la voix de Boujamal Anqis, que vous avez rencontré. Bien sûr, allez-y. Il faudrait aussi apporter une précision. L'ancienne salle de cinéma L'Étoile de la Redoute a été baptisée au nom de Cheikh El Badji. Mais est-ce que c'est suffisant vu la dimension de l'homme? Mais attendez, Abdelkader Ben Damash est le seul aujourd'hui à avoir écrit un ouvrage. Est-ce que vous vous rendez compte, en 2019, on parlait donc de cette culture de l'amnésie qui est presque notre spécialité. Hein. Aujourd'hui, on a oublié de grands maîtres. On ne les a jamais immortalisés, comme la Casbah sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Aussi, il y a un seul livre, oui, celui de Rabah Sadla. Oui, un petit livre, hein, tout simplement. Ça, c'était dans les années 80. Oui, Rachid Djemaï. En parlant de tous ces personnages immenses, le Chabi, moi, personnellement, je ne l'entends plus. La radio, moi, je suis très radio. Ça, je le sais que très bien. Eh bien, on ne l'entend plus. Qu'est-ce que je fais? Il y a un gars qui est en face le centre culturel français, donc les escaliers, la grande place, le four. Il fait des enregistrements comme ça. Alors, chaque fois que je passe, j'achète chez lui, il dit live sur le TARS ou le enregistrement. Le gars, il a tout le patrimoine. Le répertoire, le Hajj, le Hashmi. Mais la radio,
on n'entend plus pratiquement le Hajj. Moi, je l'entends. Je ne sais pas si c'est parce que j'écoute beaucoup la chaîne 3, mais la chaîne nationale, on n'entend pas. On n'entend pas tellement le Hajj, surtout le Hajj. Curieusement, à un moment donné, pendant la... Écoutez l'émission de Abdelkader Ben Damesh. Elle va être diffusée cette année. Voilà, exactement, sur les ondes de la chaîne 3. Alors, le Hajj, donc Cheikh El Hajj Boujma Al-Anqis, que vous avez rencontré et qui vous disait la chose suivante à la page 149 de l'ouvrage, donc je le rappelle encore une fois, de Abdelkader Ben Damesh, le Maqlin Zin, ou le cri de Cheikh Mohamed Badji aux éditions Enag. C'était une relation très riche qui me liait à mon ami et frère, Cheikh Mohamed Badji. On s'est connus au lendemain de l'indépendance nationale et l'on ne s'est plus jamais quitté. Durant cette période, Cheikh Mohamed Badji était déjà célèbre du fait de sa bravoure, de son militantisme pour la cause nationale et surtout pour sa condamnation à mort par le colonialisme. Il faisait partie de mon ensemble musical qui m'accompagnait lors des fêtes des cérémonies familiales, lorsqu'on se retrouvait à Al-Madania, Clos Salombier. Donc, il était souvent appelé par le public pour interpréter quelques-unes de ses œuvres. C'était une véritable attraction, excellent guitariste. Cheikh Mohamed Badji était un artiste complet. On avait presque les mêmes goûts et il finissait par produire des thèmes qui me plaisaient. Je peux affirmer, sans me tromper, qu'il était l'un des plus grands musiciens du siècle dernier pour la jeunesse et son œuvre est grande et la grande dimension de sa personnalité. C'est un livre à lire, à offrir. Ça, je vous le conseille vivement à voir impérativement dans sa bibliothèque. El Maqlin Zin. Je voulais réellement vous remercier d'avoir fait une halte sur notre plateau à 24 heures avant le mois sacré du Ramadan. Abdelkader Ben Damesh. Voilà. En tout cas, j'aurais bien voulu que vous accompagniez cet ouvrage-là d'un CD. Pour quelle raison ne l'avez-vous pas fait, mon cher ami? C'est deux métiers différents. On a les histoires de droit, etc. C'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Oui. Voilà, donc l'Anzine, et puis en dialogue avec, je le rappelle encore une fois, un ouvrage que je conseille à ceux qui nous regardent ce soir, Cheikh Sidi Khdr Ben Khlouf, prince du poète, du Melhoul, je le rappelle, en plusieurs tomes. En 3 tomes. 3 tomes, toujours, chez votre maison d'édition, je le rappelle encore une fois. Donc Enag. Réaction, question, cultureclub@entv.dz. Je vous le disais, le patrimoine aujourd'hui dans tous ses états. Bonsoir à notre ami Abdelrahman Khalifa. Bonsoir, donc historien, archéologue. On va revenir, si vous le permettez, sur un fait dramatique qu'a connu les habitants de la Casbah et tout Alger et l'Algérie, c'est l'effondrement d'un étage à la basse Casbah, juste en face de la mosquée Jama'a Ketchawa, ce qui a provoqué donc la mort de 5 personnes de la même famille. Comment est-ce que vous avez d'abord vécu ce drame-là, vous qui avez toujours crié sur les plateaux, à la télé, à la radio, mais également dans la presse qu'il fallait impérativement sauvegarder la Casbah, mais apparemment vos discours n'ont pas du tout été entendus. Eh bien, pour en revenir, pour rattacher ça à Badji, c'est Bhartofen, mais terrestre. puisque la terre a englouti 5 personnes. Ouais. Et donc on peut se poser la question, pendant ce mois du patrimoine, c'est mal tombé parce que justement le slogan de cette année, c'est la sécurisation du patrimoine. Oui. C'est mal tombé. Tout à fait. Et donc on peut imaginer que ce qui s'est passé à la Casbah, malgré donc tous les textes juridiques, malgré toutes les bonnes volontés qui se font, etc. Vous avez en Algérie, en principe, il y a près de 381 monuments classés. Oui. Et en plus de cela, on a ajouté des secteurs sauvegardés. C'est-à-dire qu'on a ajouté... Où en est-on aujourd'hui? Pratiquement, on fait du surplace. Excusez-moi. C'est juste terrible. Hein. Aujourd'hui, l'immeuble en question se trouve à l'intérieur du périmètre sauvegardé. Oui. Dans l'ancien îlot de Saint-Vincent. Oui. Mais aujourd'hui, il faut le dire, l'opération de ravalement des façades a montré toutes ses limites. Il a été ravalé. Oui. Il a été soi-disant restauré. Ouais. Et finalement, les 4 murs de soutènement sont restés debout et c'est les 4 dalles qui sont tombées l'une sur l'autre. Oui, mais vous savez, pas plus tard que samedi dernier, j'ai fait une visite dans la Casbah et on a circulé. Et quelle a été l'impression de ma petite fille qui a 9 ans? Il m'a dit, c'est une grande poubelle. Oui. Vous allez là-bas du côté de Birjbah, c'est honteux
avoir. Je dis bien honteux. Mais vous-même provoquez également et organisez des ventes, que dis-je, des visites guidées d'un Casbah. Qu'avez-vous réellement montré, donc justement, à ces grands curieux hein, de l'histoire de la vieille ville d'Alger? Vous savez, je parle d'une ville qui n'existe plus. Je suis obligé de, disons, de faire comme le Belgi qui était un corsaire de la musique. Hein, puisqu'il se mettait face à la mer et qui parle, donc, et qui donne cette impression d'une grandeur passée. Et c'est ça qui arrive. Parce que vous racontez, vous dites, voilà, ça a été construit à telle époque, etc., etc. Vous donnez différentes dates, etc. Mais de fait, vous voyez, sont devant vous des étés qui datent de 20 ans. Mais attendez, son devenir et sa sauvegarde, vous me le disiez sur ce même plateau, il y a presque 20 ans de cela. Bon, cela ne me rajeunit guère, cela dit en passant. Mais vous me disiez la chose suivante, j'y crois. Oui, mais... Vous avez travaillé, vous avez... Mais bien sûr que chaque fois que j'y vais, j'y crois. Mais je suis aussi déçu parce que... Déçu par quoi? Par des textes qu'on n'applique pas, par des lois qui ne sont pas aujourd'hui appliquées, par des morts pratiquement quotidiennes? Les lois ne sont pas du tout appliquées. Quand quelqu'un me dit, on est en train de restaurer, je peux vous dire que je tends l'oreille dans la Casbah, dans les ruelles de la Casbah, je n'entends pas le grincement d'une brouette. Ni une truelle. Donc, ça, je peux vous le dire. Donc, on peut parler de mort programmée de la Casbah. Oui, et plus Est-ce qu'on peut réellement alors, dire? plus que cela. Vous connaissez Dar Souf? Bien sûr que oui. Ben, Dar Souf, c'est un des plus grands palais de la Casbah. Eh bien, il est squatté. Il est squatté. Ouais. Je ne croirais à la restauration, à la rénovation, que le jour où on sortira les gens de Dar Souf. Il est squatté depuis 2004. Oui. Et dans ces conditions-là, dites-moi très rapidement, que veut-on faire aujourd'hui de la Casbah? Ah, alors là, ça je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous citer. Vous êtes historien, vous êtes archéologue, alors, je peux vous avez travaillé pendant de longues années sur la Casbah. Vous avez organisé je ne sais combien de dizaines, pour ne pas dire de centaines, de visites guidées à la Casbah à vos élèves quand vous vous enseignez également à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger et tant d'autres. Vous avez un parcours extraordinaire et aujourd'hui vous tenez un discours des plus acerbes concernant notre politique patrimoniale. Laissez-moi vous... Je vous écoute, je suis tout oui. Ce petit texte écrit par Bert Brugier, qui était le secrétaire du maréchal Clausel, il l'écrit en 1854. L'Alger musulman de 1830, que nous avons trouvé en 1830, achève de s'en aller par morceaux, sous les yeux indifférents de la foule européenne. L'alignement les ventres et le Perse à jour, les procès-verbaux pour cause de sécurité publique la battent en détail, le flot envahissant de notre population avec ses habitudes antipathiques à l'architecture indigène l'efface, ou du moins l'altère profondément partout où il peut l'atteindre. Une construction mauresque sera, avant un quart de siècle, une curiosité aussi rare pour les habitants d'Alger que pour les touristes européens. Ça, c'était dire... Ça c'était dit par la colonisation et il accuse et il dit ce serait un vandalisme capable de déshonorer même une nation barbare. La France civilisée ne voudra pas que la postérité ait le droit de lui adresser ce reproche. Regardez à cette époque-là. Eh bien, je peux vous dire, je vais me comparer un peu à Al-Belgi, qui disait pourquoi nous ne nous unissons pas, pourquoi nous ne prenons pas en charge notre patrimoine, parce que si les Français avaient le droit d'écrire cela, même si c'était donc une nation barbare, nous n'avons pas le droit, parce que c'est notre identité. Tout à fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi je peux vous dire que je suis... Alors, il y a des milliards qui sont dépensés. Vous êtes un homme en colère. Hein. Que voulez-vous? Non, mais que voulez-vous que je vous dise, Karim? Je vais vous dire, on parle de la Casbah, il y a des morts, mais quand vous voyez des graffitis
fait sur des rupestres qui datent de 10 000 ans, où votre histoire est effacée comme ça par un Fatiha, je t'aime ou n'importe. Non, c'est bien de déclarer sa passion, mais sur d'autres murs, mais vous pouvez comprendre. Et alors, les sites du patrimoine mondial, les 7 sites du patrimoine mondial sont dans un état lamentable. Donc aucune politique patrimoniale, si je comprends. Aucune politique patrimoniale. Excusez-moi, malheureusement. Très rapidement avant de revenir à vous. Le plan de sauvegarde de la Casbah a été adopté par le gouvernement en l'an 2012. Mais la Casbah n'est qu'un prétexte pour revenir et parler de notre rapport au patrimoine sur l'ensemble du territoire national. La Casbah de délices, la Casbah, il y a mille une Casbah, c'est l'enfant d'identité de transmission. L'approbation du plan de sauvegarde de la Casbah a été approuvée en l'an 2012. Les étais en bois ont été posés en 2014. Et depuis, ce bois est aujourd'hui vermoulu. Il n'arrive plus à retenir les vieux murs. Mais ça vous le dénoncez pratiquement dans tous vos articles, que dis-je, au journal Liberté pour ne pas le citer. Tout à l'heure, il parlait de Bir Djebah. Comme dans votre ouvrage Instantané sur une vie. Tout à l'heure, il parlait de Bir Djebah. Le foisonnement de terre, il est en train de pousser la fontaine de Bir Djebah hors de ses gonds. Le patrimoine dans tous ses états, il en est question ce soir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le mur de la Douira où a été tourné le film Les Enfants du Soleil de Mohamed Iftissal, alias Bémiche le Solitaire. Si cette maison, venait à s'écrouler, il n'y aura plus d'accès de Bir Djebah vers Bab Jdid. La rue de Chameau, l'actuelle rue des Ferrachim, va être condamnée. Voilà, question-réaction, cultureclub@1tv.dz. Une autre question, dans tous les pays du monde, que ce soit au Maroc, mais également en Tunisie, des pays qui sont à moins d'une heure à vol de oiseau, on célèbre les journées du patrimoine. Chez nous, on parle de la célébration du mois du patrimoine. En fin de compte, à quoi cela nous sert-il? Cela ne sert à rien, mais le mois du patrimoine, vous savez, il a été décrété en 1975-76, et les 3 pays du Maghreb avaient adopté, donc pas simplement le 18 avril et le 18 mai, mais on avait décidé de faire le mois du patrimoine, pour donner cette importance à ce patrimoine. Or, il s'avère que partout, dans l'Algérie est une terre chargée d'histoire. Tout à fait. Et donc partout, des lambeaux de cette histoire tombent et on ne fait rien. Vous prenez par exemple la Qal'a d'Ibn Hamad. Eh bien, à la Qal'a d'Ibn Hamad, quand il y avait des pluies, les ouvriers reconstruisaient les murs. Allez maintenant au Palais du Manar, vous allez voir des murs qui sont détruits, qui ne sont pas remontés. C'est-à-dire que plus on va, et pourtant, ce n'est pas les conférences qui manquent, ce n'est pas donc dans les écoles, on est dans les médias, etc. Et pourtant, ce patrimoine est en train de tomber. Mais il y a bien des expériences qui ont réussi. Il y a bien des expériences qui ont réussi ailleurs. Oui, tout à fait, et particulièrement nos voisins. Oui, au Maroc et en Tunisie. Oui, et alors, quand vous prenez, c'est un secteur sauvegardé. Si vous avez décrété le secteur sauvegardé, vous êtes responsable de tous les immeubles, parce que cette maison-là, c'est une maison coloniale. Elle n'a rien de... Alors, justement, ma question, quel est notre rapport aujourd'hui à ce patrimoine colonial? On est réellement dans un rapport de haine parce que c'est un patrimoine colonial alors qu'il est témoin de notre histoire? Non. Alors, on n'est pas, disons, dans la haine parce que si vous prenez le front de mer, le boulevard du front de mer, Giroud, Che Guevara, etc., ça fait partie d'Alger. Oui. Maintenant, Alger, au départ, avait été mutilé par ce front de mer, puisqu'on a détruit le rempart qui faisait face à la mer. Eh bien, Alger a eu cette capacité à digérer cette balafre qui lui était faite sur le front, disons la face, donc face à la mer, et elle se l'est réappropriée. Maintenant, on ne peut pas voir Alger, si on la regarde de la mer, sans intégrer ce boulevard du front de mer. Mais la balafre est allée jusqu'au bastion 23. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on ne tourne plus le dos à la mer, Abdelrahman Khalifa? On tourne encore le dos à la mer.
Et je comprends un peu le Belgique parce que la France coloniale a construit la barre Sokar, qui est ces immeubles qui sont sur l'avenue du 1er novembre. Tout à fait. Hein, donc le trésor public et donc les chèques postaux. Parce qu'on voulait empêcher les Algérois de voir la mer, qui avait été leur gloire. On a ajouté... Ils sont arrivés par la mer. Oui, on a ajouté le rail. Oui, tout à fait, exactement. Ce qui fait que l'Algérois ne peut pas passer, traverser le rail pour aller voir la mer. Donc, ça a été fait, parce que même disons, la colonisation avait une idée bien précise, parce que l'architecture est aussi politique. Ouais. Vous savez, la villa du Dey Hussein à Hussein a été emprisonnée par 4, disons, bâtiments coloniaux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il nous faut nous réapproprier. J'espère que il y a un souffle nouveau. Mais est-ce que cela a réellement un sens? J'ai souvent entendu parler, que ce soit sur ce plateau, mais également la radio, de tous les débats que j'ai eu à provoquer, il faudrait se réapproprier notre patrimoine et le restituer aux générations d'aujourd'hui, mais également de demain. Mais à entendre vos discours, on a du mal à y croire, Abdelrahman Khalifa. Il faut y croire. Il faut y croire. Moi, si vous me permettez, je dirais qu'il est temps de défolkloriser la Kasbah. Ah. La Kasbah, elle a sa journée qui est le 23 février de chaque année. Bien sûr, il y a des anciens de la Mais je tiens à le dire encore une fois, la Kasbah comme prétexte pour parler, donc je pense, sur notre rapport, de notre rapport, pardon, au patrimoine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, il y a les amoureux du patrimoine, il y a les anciens du voisinage qui viennent célébrer le 23. C'est vrai qu'ils prennent des cafés, les boussettes, l'échange de cartes de visite. Oui. Mais il n'y a jamais la question qui fâche. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, d'où ma question à Abdelrahman Khalifa. Que veut-on faire de la Kasbah? Et qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière journée de la Kasbah? Quel est le bilan? Oui. Et maintenant, on ajoute un nouveau mot à la Kasbah, comme si elle était morte. Revitalisation. Ah oui, c'est pas on a souvent. Oui, il y a un atelier qui est ouvert. Oui, revitalisation. Oui. Parce qu'on a amené quelqu'un du dehors. Oui. On avait provoqué tout un débat là-dessus. Jean Nouvel. Pour revitaliser. Scandale dans la cité. Vous savez, c'est très facile. Oui. La Kasbah, vous prenez, quand vous restaurez une maison, c'est pas la peine d'inventer le fil à couper le beurre. Il faut remonter. Et je peux vous dire qu'il va y avoir encore des désastres. Parce que quand je circule dans la Kasbah, avec une amie architecte, on voit les différentes maisons. Ah, celle-là, elle va s'écrouler. Celle-là va s'écrouler. Celle-là va s'écrouler. Parce que vous voyez disons, des fissures extrêmement graves. Alors, à quoi servent les textes personne. Et les plans de sauvegarde. À quoi ça sert? Mais les étés ont été posés dans le cadre des travaux d'urgence. Oui, en 2014. Oui. En tout cas, je vous renvoie au bel ouvrage à offrir et à s'offrir également de Abdelrahman Khalifa. Ça s'appelle Alger, l'a bien gardé aux éditions Gaïa. Ça, je vous le conseille vivement. Hein. Donc, c'est bientôt les vacances. Offrez-le. Si vous n'avez pas l'intention de partir en vacances ou en voyage, offrez-vous ça. Je vous assure que vous allez être ébloui. Donc, question réaction cultureclub@20tv.dz. Et quand on parle d'Alger, donc justement, et peut-être également de la Kasbah, notre troisième invité, hein, Saleh Mekelez, bonsoir. Bonsoir, Karim. On revient à quelques-uns de vos ouvrages, je le disais, Tala, paroles intérieures, des paroles assez douloureuses, hein, habitées par la blessure et les fêlures. Hezia mon amour, bien sûr, sous la direction de Lezhari Lapter. Vous écrivez à la page 41, donc la complainte bleue, au crépuscule de l'Immaculée Kasbah, résonne sur les lèvres juvéniles la complainte bleue. On l'écoute, l'oraison funèbre. Elle évoque une martyre, consumée de chagrin, un sombre amour scellé. Va, chanson éternelle, le poète affligé détient un brin divin. C'est ce que vous inspire, la Kasbah et certains espaces... Tout à fait. Moi, c'est le poète Ben Guitoun qui m'avait impressionné. Mais... Parce que vous pensez naïvement que je vous ai mis tous ensemble, comme ça par hasard. Il y a quelque chose qui... en fait, le fil invisible. Notre ami poète Lezhari Lapter m'a demandé d'écrire sur Hezia mon amour. Et l'image que j'ai eue, c'était ces femmes sur les terrasses d'Alger, à la Kasbah. Ces femmes qui sont mes aïeules aussi, et qui me contaient
les histoires, les murmures qui se faisaient dans les terrasses. Et il y avait des choses tristes, des chagrins d'amour, et c'est comme ça que je l'ai intitulé La complainte bleue, où j'évoque l'Immaculée Kasbah. Aujourd'hui, nous pleurons la Kasbah parce qu'il y a eu un malheureux accident. Un drame. 5 morts, vous vous rendez compte? Il risque d'avoir encore, il le disait à l'instant, Abdelrahman Khalifa, il risque encore malheureusement d'avoir d'autres victimes. Il y a urgence en la demeure. La Kasbah, pour moi, c'est notre identité. Comme disaient mes amis Abdelrahman Khalifa, c'est un patrimoine, c'est une sacrifiée. J'ai l'impression qu'on laisse s'affaisser cette Kasbah. Elle s'effrite devant nous. Moi, je pense à tous ces habitants. Qui habite à Alger? Qui habite la Kasbah aujourd'hui? À un moment donné, c'était une cité dortoir. Hein. Voilà. Donc, ouais, juste de passage. C'est toujours. Ouais, c'est toujours. Pour le poète que je suis, elle reste... Ouais. Pour le poète que je suis, c'est les légendes qui me sont chantées par mes aïeuls, qui me sont rapportées. Et comme je suis algéroise, je connais très bien la Kasbah. Alors que c'est la Kasbah qui a enfanté la plus grande partie des grandes familles algéroises. Oui, ouais. Véritable algéroise, c'était. Tout à fait. Quand on parle de paroles intérieures, par exemple, un bel ouvrage que vous avez coécrit avec, enfin vous étiez en dialogue, Yamile Rebalo aux éditions ANEP, on a l'impression qu'on est dans une parole scellée. Parce qu'elle est, elle est nourrie de douleur et de désillusion. Les villes ont toujours été de véritables personnages dans pratiquement tous vos ouvrages, en particulier cette ville face à la mer, qui n'est autre que Cherchel. La mer, toujours la mer. Je pense que je ressemble un petit peu à ces poètes. Bon, je ne dis pas que je leur ressemble, parce qu'ils sont tellement... Momo, c'est la Kasbah. Bedi, c'est aussi... L'enfant terrible de la Kasbah, voilà. de grands artistes incompris. Hein. Mais nous sommes, je pense que nous avons besoin de la mer, toujours la mer. Je pense que pour ma part, c'est ma muse. Je pense que Bedi, c'est pareil, c'est sa muse. S'il va en retraite, je pense qu'il va plus pour écrire dans son cœur, par son cœur, je pense. Mais il y a énormément également d'espoir oui. dans votre... Je le dis. Ah non, bah vous l'écrivez, oui. Je le rappelle, La complainte bleue de Saleha Mekrez. C'est dans cet ouvrage, Hizia, mon amour. Chacun a parlé de son amour, a décrypté, a, comment dire, analysé son rapport à une ville, à une femme, à un objet ou à un souvenir. Et tout ça, bien sûr, est paru aux éditions Hibr. Vous dites, par exemple, à la fin, monte la chanson dans l'air sonore, la romance vivante délivre les âmes pures, dans l'immense azur, vole les âmes pures. Tout à fait, parce qu'elle a, je ne sais pas, elle a plus de 100 ans, cette magnifique poésie de Ben Guitoun. La preuve, nous parlons aujourd'hui. 1878, donc aujourd'hui, elle reste une mémoire vivante. On a l'impression qu'il y était. Hein. Voilà, oui. Donc je pense que moi, c'est une poésie qui m'a toujours intriguée. Et je dirais, même, j'ai partagé ce grand chagrin par rapport à cette histoire malheureuse. Bon, mais juvénile que j'étais, la jeune fille que j'étais... Non, vous l'êtes encore dans les textes. Oui, oui, je suis c'est le domaine de tous les possibles, ça je peux vous le dire. Saleha Mekrez. Oui, Abdelkader Ben Habash, avant d'aller revenir à vous. Je voulais dire que l'histoire de Hizia est, je peux le dire entre guillemets, elle est banale. Parce qu'il y a des histoires comme ça tous les jours. Ouais. Mais seulement, je mets un trait sous le nom de Mohamed Ben Guitoun. C'est Mohamed Ben Guitoun qui a rendu cette histoire légendaire. Et il nous a permis, à nous autres, aujourd'hui, d'être fiers de lui et d'avoir une histoire d'amour universelle dans le monde, comme Antar Abla, comme... Voilà, c'est notre histoire d'amour. Et Hizia faisait partie de la grande tribu des Dawaouida, des Bedou Hillel, qui occupait le Hodna et donc, disons, la région de l'Elma. C'est ça. Puisque notre ami, disons, le Baji, il est de la région. Vous voyez que... Et si nous écoutions la voix de Momo dans votre imaginaire et vos réalisations lyriques et poétiques, Saleha Mekrez. Oui, pour moi, la Kasbah, c'est l'Immaculée Kasbah, s'intitule le poète Momo. Donc j'ai choisi un texte de lui. Kasbah solitaire, joyau de mon cœur, Kasbah de mémoire aux histoires citées,
Le voile qui te sied ne peut plus cacher les rides séniles, rongeant toute ta peau. À chaque jour nouveau, l'agonie te guette, et toi toute muette, dans les yeux ta vie. Guetter les enfants, l'œuvre des mamans. Dans ce monde, tu es matriarche. Je sais ce que racontent les tournants des rues, les pavés qui chantent, les pas des partants, du sang sur les murs, linceul dans les tombes. Je me dois de dire à ceux qui ne sont plus qu'ils sont avec nous, et toi avec eux. Nous sommes leur Casbah, et toi notre aïeul. Un grand bravo à vous, Saleha et Meklez, 3 auteurs, du moins en première partie d'émission en dialogue. D'abord, Abdelkader Ben Amash, ou Le cri de Cheikh Mohamed Badji, c'est paru aux éditions Enag. Hizia Mon Amour, je le rappelle, un collectif dirigé par Lazari Lapter, et c'est paru aux éditions Hibr, sans oublier bien sûr une véritable odyssée historique, hein, des temps modernes, hein, de Alger la bien-aimée, tout son parcours, son histoire, il en est question dans cet ouvrage, c'est paru aux éditions Gaïa. Oui, rapidement avant d'aller vers... Il y a aussi, pardon, parmi vous, un auteur qui a osé faire le rapprochement entre Ben Guitoun et Saad. Il disait qu'il ne faisait qu'un. Et que le véritable chagrin d'amour a été subi par Ben Guitoun. Tout à fait. Oui, mais c'est de la légende tout ça. C'est la légende, oui. Et sans les chanteurs, Ben Guitoun, son texte n'aurait pas été populaire. Le texte reste toujours un texte, il est là. Donc oui, d'accord, mais la chanson, mais la chanson, il y a sans Abdelhamid Ahbab Shah. Ça va être repris sur vos temps d'intervention, messieurs, je tiens à vous le dire. Voilà, c'est le rôle de l'animateur. C'est pour la bonne cause. Tout à fait. Que seraient vos créations sans musique? C'est pratiquement mission impossible. C'est ce que je disais au sommaire de l'émission, Rachid Jemaï, pendant de très longues années, quand vous organisez des expositions individuelles, il y avait toujours une femme au Hayek. C'est une revendication identitaire et surtout citadine. Hein. Au passage, le Hajj Mohamed Al-Anqa, Cheikh Al-Ghafour, le Hajj Mrizaq également. Impossible, le Hajj Megalouabi, je vous le disais, donc vous êtes très très citadin et très visuel surtout. Hein. Le Badji, c'est pour ça que je vous ai réunis ce soir. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Karim, j'ai été quand même l'équipe Fenoul Adab. Oui. J'avais 14 ans. 14-15 ans. Avec les Boutiches, Mustafa Boutiche, c'était lui qui m'avait initié. En bas de Khaznaji, il y avait... Reda Djilali. Il y avait une grosse équipe là-bas, Et puis il y a eu même des jeunes qui sont devenus plus tard, comme Chaouli, comme Hamidou. C'est des anciens. Ne dialoguez plus avec Abdelkader Ben Amash, sinon je vous assure, et on va en avoir jusqu'à minuit ce soir. Voilà. On reporte. Mission impossible de dissocier la musicalité de vos univers picturaux, Rachid Jemaï. Karim, jusqu'à aujourd'hui, quand je travaille, j'ai horreur du silence, j'ai même peur des fois du silence, donc je le complète avec la musique. Oui. Parce que la musique vous permet de faire autre chose. La musique vous permet de travailler autre chose, parce que l'oreille, elle est là, elle prend. Donc, et dans tout ça, si vous voulez, nous parlions de patrimoine. C'est le débat de ce soir. Hein. Le patrimoine, aujourd'hui, puisque vous évoquez ce thème, ça me rappelle que le musée des Beaux-Arts, mine de rien, a quelque chose comme 6 000 ou 7 000 œuvres. 8 000 et quelques. Dans ses réserves. Et quelles œuvres! Quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus grand musée d'Afrique en termes de patrimoine. Et la question se pose, en ce moment même, que fait-on du patrimoine pictural dans ce pays? Vous rappelez-vous de ma question au téléphone quand je vous avais invité, quand vous me disiez quelle serait la thématique? Je vous ai posé 3 questions au téléphone. Oui. Réellement, qu'en-est-il de la mémoire plastique picturale de notre pays? Pratiquement 60 ans et un peu plus d'existence. L'a-t-on réellement restitué? L'a-t-on édité justement pour les générations d'hier et d'aujourd'hui et celles de demain? Existe-t-il aujourd'hui une véritable maison d'édition qui, elle, s'est spécialisée dans les livres d'art? Peut-on réellement parler d'une véritable organisation, association aujourd'hui des artistes plasticiens, ou est-ce que l'acte de création est un acte solitaire, donc aucune organisation de la corporation artistique et plastique? Je vous retourne la question. Est-ce que nous avons besoin, dans ce pays,
de l'art. La question... Plus que jamais, je pense. Et c'est ce qui, c'est ce qui donne vie à cette émission tous les dimanches soirs depuis de longues années déjà. Je parle des arts plastiques, parce que ça, c'est votre spécialité. C'est mon métier. On ne parle pas de métier dans les arts plastiques. Tout le monde, par exemple, tout le monde peut ramener une toile, quelques pinceaux et quelques tubes de peinture, et il fait une peinture. Il la montre à ses amis, il dit « je suis peintre ». Mais en réalité, c'est un métier, parce qu'il se compose, il se travaille. Qui a dit le contraire, Rachid Jemaï? La situation, le pays lui-même, par exemple, tiens, allons-y, puisque nous sommes maintenant, on peut parler librement, plus ou moins. Ah, parce que vous ne l'avez pas été sur ce plateau? Non, nous ne l'avons pas. Non. Ah, sur ce plateau, vous n'avez jamais eu cette liberté? Je suis vraiment étonné de vous entendre dire cela. Une liberté contenue. Liberté contenue. Ah, écoutez, vous n'avez jusqu'à aujourd'hui, j'en témoigne encore, je ne pense pas vous avoir un jour ou l'autre censuré, vous autres artistes créateurs. Non, il n'y a pas eu de censure. C'est de ce côté-là. Non, ça n'est pas le cas de l'animateur que je suis. Non, je ne parle pas. Cette émission a été tout le temps correcte. Voilà. Il fait son mieux. Non, je ne vous ai pas posé cette question pour vous m'entendre dire cela. Parce que on revient à la charge. Karim, on revient à la charge parce que les arts plastiques sont dans un désastre. Nous sommes dans le désastre total. Comment imaginez-vous que des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 50 ans de métier travaillent toujours pratiquement pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils travaillent pour le grenier, c'est-à-dire ils travaillent, ils stockent, ils travaillent et ils stockent. Ou alors quand ils font des expositions, il n'y a même pas un officiel qui vient voir, tiens, Flaine est en train d'exposer, on va venir voir. Qui achète. Et attendez, on y arrive, en fin de compte. Et ça a été... Quand c'est un métier, ça appelle rémunération, je pense. Bien sûr, tout travail mérite... chez nous, nous sommes tout le temps dans le hobby. Nous sommes dans le hobby. Qu'est-ce qu'il fait? Il peint. Parce que maintenant, l'artiste ne veut pas de son art. Il peint, il peint, on l'aurait peint. L'une des dernières questions que je vous pose, vous avez réalisé une œuvre d'art d'une beauté, parce que j'ai eu à la voir, bien avant tout le monde, au passage, chez la femme au haïk avec un téléphone pour dire, la femme en bronze, n'est pas en bronze, bien sûr, qui devait être exposée. Elle est en train de... Non, il y a eu un conflit avec le Walid d'Alger qui est parti. Mais il est parti, le Walid. Il n'a pas prise avec lui, j'espère. Non. Non, lui, il voulait la mettre dehors et les gars du métro voulaient la mettre dans le métro, donc c'est resté un petit peu... Mais ça va se régler, ça va se régler. Moi, je parle d'autre chose, Karim. Par exemple, imaginez qu'il y a des expositions qui se font et automatiquement, on fait des catalogues. Ouais. Rappelez-vous que dans la Bibliothèque nationale, il n'y a pas de copie de ces catalogues. Que quand quelqu'un veut faire une recherche sur un artiste, il a le droit. La référence. Quand je parlais de culture de l'amnésie depuis le début de l'émission... Par contre, j'ai trouvé à l'Institut français de la culture, j'ai trouvé des vidéos de beaucoup d'artistes qui sont là-bas. Comment elles sont arrivées, ça je ne le saurais dire. Donc déjà, à ce niveau, il n'y a pas un travail d'archivage du travail. Parce qu'un catalogue, c'est quoi? Un catalogue, c'est un témoignage d'un instant X qui est passé pendant l'exposition d'un artiste peintre. Maintenant, en Algérie, si on parle de patrimoine, c'est toujours la même chose. Quel sens est-ce que vous lui donnez? Et ça va être ma dernière question avant d'aborder le 5e. Quel sens vous donnez au patrimoine? C'est trop bref. Oui, alors il faut demander à la direction de vous donner 2 heures. J'ai beaucoup à dire. Oui, ben je vous ai... Non, j'ai beaucoup à dire. D'accord. Nous sommes encore une fois... Moi, j'appelle le ministère de la Culture de se réorganiser sérieusement. Parce que le ministère de la Culture ne semble pas être au fait de la chose. Mais je vous promets d'inviter sur ce même plateau la nouvelle ministre de la Culture avec son staff pour justement parler de sa feuille de route, de ses projets également et de sa vision. Ça ne me suffirait pas. Non, mais attendez, on invitera et la ministre, son staff, mais également les artistes que vous êtes pour provoquer un véritable débat citoyen, ça je vous le promets. Encore une fois, Rachid Jemaï. Question-réaction cultureclub@tv.dz. Instantané sur une époque. Sauvons nos salles de cinéma. Chronique algéroise, La Casbah, paru aux éditions Annep. Nourdine Lohel, vous aussi luttez contre cette amnésie, cette culture de l'oubli au quotidien, dans tous vos articles et dans chacun de vos ouvrages, où vous revendiquez profondément votre citadinité. Moi je dirais que les gens se sont offusqués, bien sûr, parce qu'il y a eu mort d'hommes durant la dernière tragédie qui a eu lieu en face de la mosquée de Ktchaoua. Mais il ne faut pas perdre de vue
Il y en a eu d'autres à la rue de la Kasbah, oui. à la rue Sidi Driss Hamidouche. Il y a eu l'effondrement de 2 douirettes et d'un immeuble de style colonial. Oui. Pas plus tard que le mois de février dernier. Et cela est passé sous silence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la Kasbah? Il se passe que l'État doit mettre son grain. Aujourd'hui, la Kasbah... Mais on entend dire ce même discours depuis au moins une trentaine d'années. Aujourd'hui, la Kasbah est c'est un secteur sauvegardé et il y a aujourd'hui encore des morts qui... Excusez-moi, la Kasbah est un quartier de l'endroit. De Bab Jdid jusqu'à la basse Kasbah, vous ne trouverez ni commissariat, ni une brigade de gendarmerie, ni un garde champêtre. Aujourd'hui, à la Kasbah, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des maisons qui ont été évacuées de leurs habitants, murées, qui ont été cassées, qui ont été squattées et qui sont sous-louées. Qui ont construit avec du parpaing. Merci devant beaucoup. Tout le monde. J'ai tiré la sirène d'alarme le jour où je vous ai dit ici, sur ce même plateau, qu'on construit à la Kasbah comme on construit à Soumar ou à Kharaïsia. Le parpaing a fait son apparition à la Kasbah. Vous avez 5 minutes et j'aimerais justement avoir votre vision sur la question suivante. On a souvent parlé, vous et moi également, Abdelrahman Khalifa, mais d'autres architectes, mais également urbanistes, sur ce grand projet Alger Horizon 2035. Au départ, c'était 30. Hein. Ouais. Après, ils l'ont reculé à 2035, qui, d'après certains architectes et spécialistes et hommes politiques, disaient en ces termes-là qu'il allait révolutionner... oui, je vois encore votre regard, Abdelrahman Khalifa. Non, mais ça, c'est le rôle de l'animateur. Il va poser toutes les questions en toute liberté. Qu'il allait révolutionner le secteur urbanistique et architectural. La Kasbah et Alger, justement, dans vos textes, vous l'imaginez comment en 2035 on doit réimaginer la Kasbah comme elle était à l'état initial. Il faudrait maintenant penser Avons-nous à la tous les éléments pour identique. La reconstruction de la Kasbah à l'identique? Non, la PC d'Alger Centre, elle doit, je pense, à mon humble avis, répondre à une, comment dire, à des non. Mais le côté identitaire, il doit y être, certes, mais comment dire, se projeter dans le temps, qu'elle soit également moderne et provoquer également d'autres visions. Spécialiste, avec toute la collection de tahtahat que vous avez, la chose, elle est possible. Il n'y a aucun souci. Mais vous êtes un peu conservateur, vous êtes pour la reconstruction à l'identique de la Kasbah. Laissons la chose aux spécialistes. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, une douira qui s'évacue, dont les habitants sont relogés, sera squattée et vous avez d'autres demandeurs de logement. Vous l'imaginez comment cet Alger en 2035, le journaliste J'aimerais, quand je marche à la Kasbah, je voudrais dans Alger. Enfin, vous êtes habité par la Kasbah. Restons à la Kasbah. Sortons de la Kasbah. Quand je vais à la Kasbah, j'aimerais entendre le dénombier, l'artisanat au labeur. À l'ouvrage. Pardon. J'avais une idée. On va faire très vite, parce qu'il nous reste très rapidement. S'il vous plaît. La Kasbah, c'est devenu un cancer. Un tonneau de Danaï. Pardon. Non, mais on nous en veut également à chaque fois qu'on parle de patrimoine. On nous en veut, on reçoit plein de mails pour nous dire mais sortez de la Kasbah, sortez d'Alger, proposez-nous d'autres thématiques. Parle de la Kasbah. Oui, personnellement. Par rapport à un drame, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à un spécialiste. Je prends ma responsabilité en disant ça. Je prends un îlot, et je prends au hasard une centaine de maisons. J'encercle tout. Je fais un relevé très détaillé. J'envoie le bulldozer. Mais je sauve un îlot. Je sauve un îlot de 100 maisons. Et donc les 100 maisons, j'en fais truc d'association. Fini Sukna. Il n'y a pas de Sukna, c'est terminé. Association, petit hôtel, petit kibdam sharmla, sraden, des machins comme ça. Zouji darbou l'gnibri. Mais c'est très folklorique, ça aussi. C'est pas folklorique. Je vous assure que ça plaît. Il faudrait donner une autre vision. On ne peut pas remettre les gens avant. Mais il faudrait par la même occasion se projeter. Non, monsieur, la Kasbah avant avait un timing. Très rapidement, et ça va être le dernier mot. Abdelrahman Khalifa. Fès et Tunis vivent normalement sans qu'il y ait de folklorisation. Il faut restaurer les maisons. Nous avons besoin de cela, mais nous avons également besoin d'autre chose. Je prends le dernier mot.
En 2004-2005, ils ont réussi la restauration de Dar Khdaouj al-Amia, Dar Mustafa Pacha, Dar Hassan Pacha et Dar al-Aziza. Et il n'y a pas de raison que l'on ne réussisse pas la même chose à la Haute-Kasbah. C'est trop tard. Et voilà, donc ça a été, je le rappelle encore une fois, le mois du patrimoine qui nous a réunis pour ce vol de nuit. Donc le patrimoine dans tous ses états, à travers la poésie, donc lyrique, poétique, historique, plastique également, et journalistique. Pour la rencontre de ce soir. Quelques ouvrages à travers cette petite musique de nuit qui nous annonce la fin de l'aventure pour ce soir. L'ouvrage de Abdelkader Ben Amash, Le Maqnin Zin, ou le cri de Cheikh Mohamed Badji à mettre entre toutes les mains, je vous le conseille vivement. C'est paru aux éditions Enag. On ne peut pas parler de Mohamed Badji sans faire référence également à l'un de ses maîtres, Cheikh Sidi El Khadr Ben Khlouf, prince des poètes du Melhoun, toujours aux éditions, donc je le rappelle encore une fois, Enag. C'est en 3 tomes et c'est en vente chez les bons libraires. Allez-y, poussez ses portes et posez-lui bien sûr toutes vos questions. Parlez d'histoire, de mémoire, de recherche, d'enquête également, presque policière. Celle de Abdelrahman Khalifa, c'est un très bel ouvrage que je vous conseille. Alger l'a bien gardé. C'est paru donc aux éditions Gaïa. Des ouvrages toujours et encore en matière de poésie. Voilà un peu de poésie dans ce monde de brut. Hizia mon amour, des textes traduits, recueillis par Lazari Lapter qui a invité ses amis, des journalistes, des poètes, des réalisateurs ou de simples curieux esthètes et des belles choses. Donc ça s'appelle Hizia mon amour, c'est paru aux éditions Hibr par la même occasion et toujours en dialogue à travers presque un fil invisible entre elle et Yamil Herbalou, bien sûr toujours Saleh Mekles, ça s'appelle Paroles intérieures et c'est paru aux éditions ANEP avec bien sûr une autre publication, ça s'appelle Tala, c'était l'un de vos premiers ouvrages, si je ne dis pas de bêtises. La montagne, mais le Mont Chenois. Voilà, le Mont Chenois, oh que la montagne est belle. Et puis quelques ouvrages, entre autres, de notre ami Nourdin Louhal. Alger, la mystique ziarat autour des fontaines. Vraiment, vous allez étancher votre soif pendant ce mois sacré du Ramadan. Mais également Alger la Blanche, contes, légendes, mais également Bourcalet. C'est aux éditions Tafat. Et puis un ouvrage, Lutte contre l'oubli et l'amnésie ambiante, instantanée sur une époque, c'est pratiquement toutes ces chroniques dans la presse, parce qu'il en a encore, c'est une partie de vos chroniques, c'est paru aux éditions ANEP. Voilà, ça je vous le conseille pour cet autre vol de nuit, pour cette thématique également, le mois du patrimoine dans tous ses états. Et pour cela, nous avons convié sur notre plateau Abdelkader Ben Amash. Merci beaucoup. Merci, c'est toujours quelque chose sur le feu, j'imagine. Absolument, oui. Où est-ce que vous allez nous emmener cette fois-ci? Ben, ça sera à Marzahi, ça sera l'histoire du Chabi. Très beau, en coffret j'espère. Non, en coffret, ça sera les grandes figures de la musicale en 5 tomes qui vont sortir cette année. Le contraire m'aurait étonné. Un grand merci également à vous. On pourrait, comme le disait si bien Rachid Djemei, vous écouter pendant des heures, consacrer des émissions sur l'histoire et la mémoire avec vous. Un ouvrage pour bientôt à la rentrée pour le Salon du Livre. Bien sûr. Et ça va nous... où est-ce que vous allez nous entraîner? Alors, je vais vous emmener dans... D'abord, il y a une chronologie qui se fait, donc depuis 2 400 000 ans jusqu'à nos jours, jusqu'à 2019, jusqu'au Hirak. Oui. Et un livre sur la Qal'a d'Ibn Hamad, le Hodna, les Ibans et l'Ores. Et nous aurons certainement le plaisir de vous recevoir sur notre divan. Un grand merci également à Saleha et Merkrez. Vous n'arrêtez jamais d'écrire, souvent la nuit. La nuit, le jour, oui. Tôt le matin surtout. L'aurore. L'aurore, oui. Je suis du matin. J'écris toujours. Et vous n'arrêtez pas de nous suivre également, parce que vous êtes du matin, mais vous écoutez des émissions et télévision et radio, Saleha et Merkrez. Oui, j'écoute beaucoup la radio. Bahja. Et je voudrais dire à mon ami Rachid Djemei que El Bahja, on écoute beaucoup Chabi. Moi, j'écoute beaucoup le Bahja aussi. Oui. Et il y a beaucoup de Chabi. Avant la chaîne 3. La chaîne 3 est diffusée. diffusée. C'est bien de parler de la chaîne 3. Oui, c'était la chaîne 3 qui a la première commencé avec le Chabi. Tout à fait, exactement. Je pense que la radio, elle... Merci beaucoup à Rachid Sidloum. Que dis-je? Rachid Bah oui, c'était le directeur de l'époque. De la chaîne 3. Merci à Rachid Djemei. À très bientôt, j'espère, pour d'autres expositions. Et on voit enfin cette femme haïque trônant sur la place donc sur la place des martyrs. Et un grand merci à vous, Nourdin Louhal. Offrez-nous des textes, dites-nous des choses et des vérités surtout dans vos articles et dans vos livres. Alors, merci beaucoup également à vous de suivre nos programmes sur Canal Algérie comme chaque dimanche au soir. Je tiens à vous informer que les portes